Le pH, on en entend parler tout le temps, dans le jardin, dans ce qu'on mange et même dans notre propre corps. Mais au fond, qu'est-ce que c'est vraiment? Eh bien, c'est un concept absolument clé pour comprendre le monde qui nous entoure. Alors, on va plonger ensemble dans l'histoire fascinante du pH. Allez, on commence avec une question qui a l'air toute simple. On a tous appris à l'école que la formule de l'eau, c'est H2O. Point. Mais en réalité, c'est bien plus subtil et intéressant que ça. Tout part de l'eau elle-même. Cette molécule, qu'on croit connaître par cœur, mène en fait une sorte de double vie secrète. C'est un phénomène chimique permanent et assez surprenant. On imagine l'eau comme quelque chose de très calme, mais c'est tout l'inverse. C'est un véritable balai moléculaire incessant. Des molécules de H2O se rencontrent et hop, l'une pique un proton à l'autre. Ça crée deux nouvelles entités. D'un côté, l'ion hydronium, le H3IO+, et de l'autre, l'ion hydroxyde, le OH-. Ce petit jeu de qui vole un proton à qui porte un nom savant, l'autoprotolyse. C'est la capacité de l'eau à réagir avec elle-même. Et ça a une conséquence assez étonnante. Contrairement à l'idée reçue, l'eau parfaitement pure n'est pas un isolant parfait. Justement, à cause de ces quelques ions qui se baladent, elle peut conduire un tout petit peu d'électricité. Évidemment, pour pouvoir mettre des chiffres sur cet équilibre ultra délicat, les chimistes ont un outil. C'est une constante, le produit ionique de l'eau, qu'on note Ke. En gros, c'est le résultat de la multiplication de la concentration de ces deux ions. C'est cette valeur qui nous donne une mesure précise de l'état chimique de l'eau. Le souci, c'est que les concentrations de ces ions, ce sont des nombres tout petits, avec plein de zéros après la virgule, genre 0,00000001. Pas super pratique à manipuler au quotidien. C'est là qu'un chimiste a eu une idée de génie pour nous simplifier la vie. Et la solution, elle nous vient du début du XXe siècle, d'un chimiste danois, Søren Sørensen. Il en avait un peu marre de jongler avec ces nombres minuscules dans son labo, alors il a inventé une échelle complètement nouvelle pour rendre tout ça beaucoup plus simple. Et voilà sa création, le pH. Le P pour potentiel et le H pour hydrogène. Grâce à un outil mathématique, le logarithme négatif, il a réussi à transformer ces concentrations rikiki en une échelle de nombres simples, qu'on connaît tous, qui va généralement de 0 à 14. Un vrai coup de génie. Pour bien comprendre comment ça marche, le mieux, c'est de penser à l'échelle de Richter pour les séismes. Ce n'est pas une échelle linéaire du tout. Chaque fois qu'on descend d'un point sur l'échelle de pH, l'acidité est multipliée par 10. Donc, passer d'un pH de 4 à 3, ce n'est pas un petit changement, c'est 10 fois plus acide. Bon, maintenant qu'on a cette échelle, voyons ce que ces chiffres signifient concrètement. Comment on sait si quelque chose est acide, neutre ou basique? Alors voilà l'échelle classique, celle qu'on a tous en tête. Dans des conditions standards, à 25 degrés, 7, c'est le point de neutralité parfait. En dessous de 7, on est dans le monde des acides, comme le jus de citron. Au-dessus de 7, on passe du côté basique ou alcalin, comme le bicarbonate de soude, par exemple. Attention, question piège. On est tellement habitué à ce chiffre 7 comme symbole de la neutralité qu'on en oublie un paramètre super important qui peut absolument tout changer. Et ce paramètre, eh bien c'est la température. Regardez un peu ça. Le pH neutre de l'eau n'est pas du tout fixe. Pour de l'eau glacée à 0 degré, la neutralité c'est 7,47. Pour de l'eau bouillante à 100 degrés, ça tombe à 6,12. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la neutralité ce n'est pas un chiffre, c'est un équilibre. Et cet équilibre dépend des conditions. Bon, la théorie c'est une chose, mais en pratique, sur le terrain, comment on fait pour mesurer le pH? Passons aux applications concrètes. Pour mesurer le pH, il y a plusieurs approches, qui vont du plus simple et rapide au plus sophistiqué et précis. Voilà les deux méthodes principales. D'un côté, le fameux papier pH. C'est parfait pour avoir une estimation rapide, on le trempe dans le liquide, on regarde la couleur que ça prend et on compare avec une échelle. De l'autre côté, on a le pH-mètre électronique. Là, c'est pour la haute précision. Une électrode mesure directement l'acidité et donne une valeur numérique exacte avec des décimales. Le choix de l'outil dépend vraiment de la précision dont on a besoin. Et on arrive à la partie la plus spectaculaire, on peut le dire. Le moment où tout ce monde invisible d'ions et de calculs se révèle à nos yeux sous la forme de couleurs magnifiques. Un indicateur chimique, c'est une sorte d'espion moléculaire. C'est une substance qui a une propriété géniale. Elle change de couleur quand le pH autour d'elle atteint un certain niveau. C'est comme un caméléon chimique. Et chaque indicateur a sa propre spécialité, sa zone de virage. Prenez l'héliantine. Elle passe du rouge au jaune quand le pH dépasse 4 environ. Le bleu de bromothymol, lui, est parfait pour voir ce qui se passe autour de la neutralité. Il passe du jaune au bleu. Et un grand classique, la phénolphtaléine, elle est totalement incolore en milieu acide et devient rose fuchsia en milieu basique. C'est la magie de la chimie visible à l'œil nu. Au final, le pH, c'est bien plus qu'un chiffre dans un tube à essai. C'est un régulateur essentiel pour des processus vitaux, que ce soit dans notre sang ou pour maintenir l'équilibre fragile des océans.
La vraie question, la plus importante, c'est donc que se passe-t-il lorsque cet équilibre est perturbé? Et là, on ouvre la porte à des sujets immenses, de la santé humaine au changement climatique.